Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est une vidéo hors série d'esthétique sur l'art et le numérique. Ça fait des années qu'on parle à moitié pour rire du remplacement des humains par les intelligences artificielles. Mais on a du mal à croire que la créativité et le génie humain seront jamais remplacés par des ordinateurs qui sont après tout à notre service, et ne feront jamais de l'art pour eux-mêmes. Si l'on s'étonne de leurs exploits pour produire des robots de conversation, par exemple, c'est plutôt à la manière d'un gadget qu'on ne prend pas très au sérieux. Et on ne croit pas vraiment que ces robots écriront bientôt les scripts de nos films ou gagneront des prix littéraires. Mais les récentes évolutions informatiques, touchant notamment les intelligences artificielles productrices d'images et capables de deep learning, d'apprentissage profond des types d'objets qui nous entourent et de leurs liens avec nos mots, sans avoir plus besoin d'action humaine pour les référencer, en vient à questionner, pour de bon, les limites de l'art et de la création, et la place de l'artiste humain. Est-on en train de vivre une automatisation des beaux-arts ? De la photographie, peinture, illustration, à la sculpture et au design, bientôt réalisable grâce aux imprimantes 3D ? Et doit-on y voir une menace pour les artistes, ou au contraire un adjuvant pour libérer pour de bon la créativité de chacun? On parle aujourd'hui du moteur Unreal Engine 5, de Dream Booth, Midjourney, DALL-E, et de toutes les IA artistiques tout de suite sur Meta. Diverses technologies développées cette année sont en train de changer, peut-être à jamais, la création artistique. Les moteurs de jeu Unreal, traduire par irréel, permettaient, depuis les années 2000, de modifier des personnages de jeux vidéo. Unreal Engine 5 permet à présent de simuler rapidement, par une infinité de polygones écrits en vecteurs mathématiques, des décors de haute qualité, des personnages, et de former beaucoup plus vite des animations et des jeux. La technologie Lumen permet de simuler l'éclairage naturel et toutes sortes d'éclairages en direct, alors que cela pouvait mettre des heures, voire des jours à être calculé et simulé par les ordinateurs autrefois, ce qui rendait tout changement d'éclairage extrêmement compliqué pour ceux qui font les effets spéciaux des films demandant de l'animation par exemple. Ici, tout est accéléré. L'idée que les jeux vidéo, l'animation et la création d'images digitales font partie des arts est peu à peu entrée dans les mœurs ces dernières années, alors qu'on associait encore jusqu'alors ces domaines à la technique, à un univers geek et plus commercial que la noblesse des beaux-arts. Mais des artistes digitaux comme Beeple vendent désormais leurs créations plusieurs millions de dollars sur des supports informatiques, en NFT, mais aussi physiques, si l'on imprime ces images sur des supports. Quant aux films d'animation qu'on y crée, ils rejoignent les aspects artistiques du cinéma et des films expérimentaux déjà montrés dans les musées d'art moderne. Ce qui est intéressant, c'est d'abord que ce type de création artistique est à la fois plus collaborative que jamais, tout en permettant à des artistes solitaires de faire des choses qui auraient, il y a encore quelques années, demandé des équipes très nombreuses et coûteuses. C'est aussi ça qui fait que la création d'images digitales, de films d'animation ou de jeux est en train de s'arracher à un modèle extra-artistique, industriel, rattaché à l'industrie du divertissement capitaliste et d'importants studios cherchant à faire des jeux efficaces et profitables, pour se rapprocher d'une démarche artistique où un individu solitaire peut développer ses projets créatifs en autonomie. Celui qui, dans Unreal Engine 5, cherche à créer ou à recréer la ville de New York, par exemple, un peu comme certains le faisaient déjà dans Minecraft ou Second Life, mais avec des graphismes et une minutie autrement plus impressionnants, est une sorte de peintre moderne en fait. Ce que Canaletto faisait pour Venise, on le fait désormais sur l'ordinateur pour les villes modernes. Le réalisme de ces images n'est pas encore parfait, mais il nous approche de l'idée de produire une simulation peut-être un jour parfaite de la réalité. Ce moteur 3D change en tout cas beaucoup de choses à la création artistique, et c'est tout à fait majeur de le noter. Il permet en effet de réutiliser des décors et des bases de jeu d'autres créateurs en open access, autorisant ainsi un modeur solitaire à reprendre le décor 3D d'une ville construite pour une animation Matrix par exemple, et d'en faire le lieu d'un jeu où l'on fait voler Superman, avec un réalisme inégalé, là où il aurait fallu des dizaines d'animateurs et des centaines de millions de dollars autrefois. Plus que la simulation du monde, c'est donc une infinie création de mondes artificiels pluriels qui se dessinent, chacun pouvant ajouter ses variables. Souvent, les modeurs récupèrent des personnages célèbres du cinéma ou des comics, à la manière du pop art depuis Warhol et Lichtenstein.
mais en rapport aussi avec les jeux vidéo qui sortent souvent autour des films à succès. Si les franchises qui détiennent les droits de ces personnages sont parfois frileuses avec ces travaux autonomes, elles ont aussi intérêt à les encourager sourdement, pour se faire de la publicité et aussi récolter des idées. D'autant que certains créent ces modes pour se faire recruter. C'est un phénomène qui posera des questions juridiques toujours plus pressantes, mais qui fera peut-être aussi évoluer les lois de propriété intellectuelle, vers plus d'usage commun des grands personnages de la culture mondiale par exemple. Comme autrefois, les dramaturges écrivaient tous des pièces sur les héros antiques, ou sur des parangons des vices et des vertus comme Don Juan, qu'on retrouve chez Tirso de Molina, Molière, Mozart, Goldoni, Mérimée, Dumas ou Baudelaire. Dans les scènes animées ou les jeux qu'on peut créer sur Unreal, on peut importer des images 3D. Mais pour ça, il fallait savoir les dessiner et les coder autrefois. Et ça aussi, c'est en train de changer. Dream Booth, une technologie de text-to-image, permet désormais, mieux que jamais, de taper dans une barre de recherche la description d'un personnage, d'une scène, pour la faire comprendre aux algorithmes en langage naturel, avec des termes ordinaires, plutôt que dans un langage informatique qui serait réservé aux codeurs. Et non seulement cela permet de trouver des images correspondantes sur le web comme le ferait Google, mais aussi de les créer par une intelligence artificielle. Dream Studio vient d'implémenter cette technologie dans Stable Diffusion, un logiciel de création d'images par intelligence artificielle absolument spectaculaire, car très rapide à charger et complètement gratuit. On tape tout ce qui nous passe par l'esprit, et le logiciel cherche des occurrences de ces éléments et les assemble le plus naturellement possible pour former une image qu'un artiste designer aurait pu dessiner, mais qu'il aurait mis quelques heures à créer sur Photoshop. DALL-E 2, ou DALL-E 2, en hommage à Salvador Dali, est un autre des multiples logiciels de création d'images par intelligence artificielle qui sortent en ce moment et qui vont permettre à n'importe qui, même sans talent pour le dessin, de mettre en image tout ce qu'on peut imaginer. On tape dans une barre de recherche ce qu'on souhaite voir, par exemple singe 3D dans un casque de cosmonaute de nuit, et une diversité d'images différentes nous sont proposées en téléchargement. Le plus impressionnant est qu'on peut le faire dans de multiples styles. Comics, Lego, stylisé, hyper réaliste, photo close-up, style Van Gogh, Kissaring, n'importe quel artiste en fait, il suffit de demander. Midjourney propose davantage des styles dessinés ou peints, DALL-E des styles réalistes ou d'apparence informatique, mais tout ça est en tout cas en train de devenir rapidement accessible. Cela pose la question du talent de l'artiste et de son exceptionnalité. Est-ce la fin de l'exigence de compétences techniques en art, de l'artiste génial ? Ces mythes étaient en fait déjà bien entamés par les courants picturaux qui, depuis l'impressionnisme, l'art pompier ou naïf, ou encore le fauvisme et l'expressionnisme, avaient abandonné le réalisme, ou la technique classique. L'art abstrait, l'art conceptuel, les objets trouvés, et tout ce qui, au XXe siècle, a minoré la technicité de la réalisation, participent aussi de ce mouvement. Aujourd'hui, les artistes les plus cotés du monde, comme Jeff Koons ou Damien Hirst, délèguent leur réalisation technique pour ne valoriser presque que l'idée de l'œuvre, le concept. Ils forment de vraies petites factories artistiques, des usines avec des dizaines d'assistants et d'artisans pour produire des sculptures et des toiles dont l'artiste n'a souvent que l'idée originale. Avec l'art généré par intelligence artificielle, le mythe du talent artistique est peut-être dissous à jamais cette fois. Paradoxalement, ces images générées reviennent souvent à des formes réalistes et appréciables d'après des standards techniques, seulement le talent manuel n'est pas nécessaire. La technicité apparente de l'image ne pourra plus jamais être attribuée à un artiste dont on valorisera la technique, ce qui affectera sans doute d'ailleurs les œuvres produites par des humains aussi, où le public, dans quelques siècles, ne valorisera sans doute plus du tout la technique, si du moins ces évolutions continuent. Ce n'est pas à dire que les créateurs de demain seront dénués de talent cependant, mais ce sera un talent plus conceptuel ou narratif, celui d'inventer de bonnes idées, de beaux récits, de beaux mondes. On va pouvoir, si l'on est un jeune créateur qui souhaite raconter une histoire de fantasy par exemple, illustrer un jeu de rôle qu'on vient d'inventer, storyboarder un film qu'on prépare,
ou même plus simplement raconter une histoire à ses enfants le soir en faisant un petit livre ou un diaporama pour les endormir, simuler rapidement une multitude d'images sans avoir appris les techniques artistiques qu'on met des années à maîtriser, et cela étendra et floutera en même temps les frontières de l'art du côté du design, de l'illustration ou de l'animation sans doute. Des modeurs viennent d'abolir par ailleurs une limite importante de Stable. On ne pouvait pas ajouter au catalogue d'images du logiciel jusqu'alors. Mais on peut désormais ajouter les portraits de ses amis, leurs têtes scannées avec un smartphone et un logiciel 3D par exemple, et les incorporer dans nos images pour en faire les héros de nos récits. Ces logiciels posent cependant des questions philosophiques importantes. Jusqu'alors, un peintre avait le droit de peindre le portrait même non autorisé de quelqu'un, il pouvait même en faire la caricature, mais on savait que ça restait la vision de l'artiste. Mais ici, on brouille pour le spectateur la source du message. Pourra-t-on faire un scan 3D d'une célébrité, d'un acteur, et le mettre sur internet, puis le télécharger dans un jeu vidéo, un film d'animation ? Le public ne pensera-t-il pas alors que la célébrité l'a fait avec son accord, et cautionne les propos du film par exemple ? Il y a en plus de ça la question du prix. Peut-on utiliser gratuitement le visage d'une célébrité dans ses dessins vendus en NFT pour vendre plus ? Sachant que des acteurs comme Bruce Willis, qui est malade et a mis fin à sa carrière cinématographique, ont vendu leur image 3D pour que les studios l'utilisent dans des films, peut-être jusqu'après sa mort, il est probable qu'un droit à la propriété de son image numérique se développe, et qu'à minima, utiliser une image de célébrité ne soit pas gratuit. Mais au-delà du prix, que peut-on faire dire légitimement à des personnes simulées ? Il y a des questions de propriété de son identité intellectuelle numérique, que certains pourraient être tentés sinon d'utiliser à de mauvaises fins dans des deepfakes, nous prêtant des propos ou des actes dont nous ne voudrions pas. Même si on ne fait que reprendre des propos qu'on a déjà eus, c'est dangereux. Dans les fictions, Borges imagine un auteur, Pierre Ménard, qui décide de réécrire mot pour mot le Don Quichotte de Cervantes aujourd'hui. Borges fait remarquer qu'alors même que c'est une copie, ce n'est pas le même texte, car le décalage temporel suffit à en changer le sens. Une formule normale pour Cervantes devient un archaïsme réactionnaire si on l'écrit aujourd'hui par exemple. N'en irait-il pas de même pour nos idées ? C'est une question qui se pose. Un podcast vient de sortir où Joe Rogan interviewe Steve Jobs, qui est mort en 2011, mais dont une intelligence artificielle a reconstitué parfaitement la voix et les idées. Mais les idées qu'il avait dans les années 2000 n'auront peut-être plus le même sens dans un contexte différent. Si, par exemple, on le fait parler en 2100 dans une situation écologique, politique ou morale qu'il n'anticipait pas du tout, et ses propos pourraient alors cautionner des positions qu'il n'aurait pas soutenues s'il avait vécu, parce qu'il aurait évolué avec la société par exemple. Ces intelligences artificielles questionnent aussi la propriété intellectuelle et artistique du style, puisqu'ils vont permettre de faire son portrait dans le style de Monet, de Picasso, voire d'artistes vivants, dès lors qu'il y a assez d'échantillons de leurs œuvres en ligne pour que l'intelligence artificielle s'en fasse une idée nette. Alors, a-t-on le droit de leur voler leur manière à ces artistes ? Surtout si des gens qui n'ont fait que taper dans une barre de recherche une idée s'en glorifient ensuite comme de leur création. Ça questionne ce qu'est un style aussi. Nelson Goodman disait qu'on ne pouvait pas dissocier la forme du fond quand on parlait du style, que finalement, l'expression, la rhétorique, la manière, les maniérismes d'un peintre, c'était complètement lié à son sujet et que le sujet choisi faisait aussi partie du style d'un auteur. Mais ici, il semble que le style tout extérieur, les quelques manières, soit exactement ce qu'on appelle style de Picasso ou style de Monet. Le style est même réduit à quelques gimmicks, quelques formules. Et pourtant, cela nous convainc, cela nous charme même. Il y a une vraie interrogation se faisant sur ce qu'on appelle le style d'un artiste. Ça interroge aussi l'avenir de l'art. Ces intelligences artificielles qui recroisent les styles de toutes les images existantes pourront-elles inventer par simple croisement de nouveaux styles ? On a forcément envie de douter et de se dire qu'une machine n'invente rien, qu'elle ne fait que broyer du contenu et le remâcher, que l'homme a quelque chose d'exceptionnel dans sa capacité à créer. Et pourtant, il semble que ce soit tout à fait possible, que ce soit même le cas en fait.
Peut-être la création humaine n'est-elle finalement rien d'autre qu'un faisceau de souvenirs et d'impressions collectés le long d'une vie qui se noue d'une façon idiosyncrasique dans un individu, un peu comme une intelligence artificielle parvient à le faire en collectant des images sur Internet. Ça implique que l'homme ne disparaîtra jamais des créateurs d'art, soit dit en passant, alors que beaucoup d'autres emplois humains pourront peut-être un jour être automatisés jusqu'à un point d'efficacité où il n'y aura plus aucun sens à ce que des humains continuent d'effectuer ces tâches, dans la vente, les calculs, la guerre, etc. Mais il faudra sans doute que l'humain apprenne qu'il n'est qu'un type de créateur parmi beaucoup d'autres non humains. Enfin, plus pratiquement, ça pose la question de la survie économique de tous les illustrateurs qui pour l'instant vivent de ce talent, car il n'y aura plus aucun intérêt à commissionner quelqu'un quand un logiciel peut dessiner en quelques secondes une infinité d'images entre lesquelles choisir, où l'on a simplement tapé une description dans une barre de recherche. Doit-on penser que c'est la fin des artistes, ou la fin des illustrateurs en tout cas ? Ou bien que le métier d'illustrateur ou d'artiste va beaucoup changer et qu'il va s'agir à présent de dessiner des images nouvelles pour des catalogues d'algorithmes qui les classeront et produiront à partir d'elles d'autres images ? Doit-on penser l'humain comme le point source d'une banque algorithmique d'images à recroiser dans ces logiciels de création ? Nous n'avons fait quasiment que poser des questions dans cet épisode, parce que les réponses sont encore ouvertes sur ce que ces technologies nous préparent. Mais si l'art est, comme le dit Goodman, quelque chose de mouvant, plutôt que de figé pour jamais dans une essence, que la définition de ce qui est art ou non évolue, et qu'on ne repère l'art que par des symptômes, la richesse de sens ou de forme par exemple, il faut en prendre acte, car il se pourrait que l'art soit en évolution, voire en révolution. Ces cas interrogent ce qu'est une œuvre d'art, ses limites, et ce qu'est un créateur. Chaque nouvelle évolution technique en art l'a fait, depuis la peinture à l'huile jusqu'à la palette des impressionnistes, en passant par les techniques de la photographie, du cinéma, de l'op art, des installations ou des télévisions dans les musées. Et aujourd'hui, Internet et surtout les intelligences artificielles reposent de nouveau ces questions. DALL-E anticipe certaines des questions éthiques et de droit dont nous avons parlé dans cet épisode en bloquant l'accès à des styles trop nommément attachés à un seul artiste, ou en interdisant les noms de personnalités par exemple. Mais on peut évidemment trouver des moyens détournés de réaliser des œuvres au nom d'artistes. Et c'est une question philosophique qu'il faut poser d'ailleurs. Si nous interdisions aux créateurs virtuels de faire des images réalistes de nos personnalités politiques par exemple, pourquoi ne pas l'interdire dès lors aux peintres, aux caricaturistes ? C'est la liberté de traitement artistique qui est aussi en jeu. Les enjeux économiques pour les artistes, eux, ne sont pas encore réglés. Et puis il restera aussi des questions de fond sur le monde d'images que nous nous préparons et leur rapport à la vérité. Dans les prochains épisodes, la série Métaesthétique reprendra aussi. Elle n'est pas finie et on repartira sur des questions classiques entourant le génie ou la création, des mythes qu'on a essayé de déconstruire aujourd'hui. En attendant, partagez vos œuvres digitales préférées en commentaire et puis dites-nous ce que vous pensez de ces révolutions, nuisibles ou bénéfiques à la création artistique, et sur leur ampleur aussi, peut-être moins grande que ce qu'on en a dit aujourd'hui. Merci de vos retours et à bientôt sur Méta.